Le droit international public, ça repose sur de grandes idées, ce qu'on appelle des doctrines. Et toutes ces doctrines, elles essayent de répondre à une question qui a l'air simple, mais qui est en fait vertigineuse. Comment ça se fait que les États suivent des règles communes? On n'a pas de gouvernement mondial, pas de police planétaire pour faire respecter la loi. Alors pourquoi est-ce que ça marche, plus ou moins? C'est le grand casse-tête qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Pour commencer à y voir plus clair, on se tourne vers ce qu'on appelle la doctrine. En gros, ce sont les travaux des grands juristes qui passent leur temps à réfléchir, à définir et même à critiquer la nature du droit. C'est un peu le labo d'idées, le moteur intellectuel du droit international. Alors, d'où vient cette autorité du droit international? Eh bien, la réponse, elle a complètement divisé les penseurs en deux grands camps, deux visions du monde qui s'affrontent encore aujourd'hui. D'un côté, on a les volontaristes. Pour eux, c'est simple. Le droit n'existe que parce que les États l'ont bien voulu. De l'autre côté, les objectivistes, qui sont persuadés que le droit, il existe au-dessus des États, comme une force supérieure, une loi universelle. D'un côté, on crée le droit, de l'autre, on le découvre. Allez, commençons par le premier camp, le volontarisme. Pour ces penseurs, l'idée est limpide. S'il y a du droit international, c'est uniquement parce que les États ont accepté volontairement d'être liés par lui. Pas de volonté, pas de droit. C'est aussi simple que ça. Mais attention, même au sein de ce camp, il y a plusieurs courants, plusieurs nuances. On va donc jeter un œil aux trois principales, la théorie de l'autolimitation, celle de la Vereinbarung, et enfin le positivisme. La vision la plus radicale, c'est celle de l'autolimitation. Elle s'inspire directement du philosophe Hegel, pour qui l'État est un véritable dieu sur Terre, rien que ça. Et si l'État est tout-puissant, qui peut bien le forcer à obéir? Personne, sauf lui-même. En gros, le droit international devient juste une promesse que l'État se fait à lui-même et aux autres. Mais, vous vous en doutez, cette théorie a une faille immense. Et comme le fait remarquer le juriste Georges Jelinek, si un État peut se lier par sa seule volonté, il peut tout aussi bien faire marche arrière dès que ses intérêts changent. La conséquence de ça, une instabilité totale. La communauté internationale devient, par nature, anarchique. Pour essayer de corriger ça, un autre penseur, Heinrich Trippel, propose la théorie de la Vereinbarung. L'idée, ici, c'est que le droit ne naît pas de plein de petites volontés isolées, mais de la fusion des volontés de plusieurs États en un seul accord collectif. On passe d'une simple promesse individuelle à un véritable contrat de groupe. Le positivisme, lui, offre une vision encore un peu plus fine. Pour les positivistes, le droit, ça ne sort pas d'un chapeau. Il émerge d'abord d'une nécessité sociale, d'un besoin de la société. Mais, et c'est le point crucial, il ne devient une vraie règle de droit que lorsque les États le reconnaissent et l'appliquent formellement. Il faut absolument les deux, la réalité sociale et le consentement de l'État. Bon, passons maintenant à l'autre camp, les objectivistes. Pour eux, l'idée que le droit dépend du bon vouloir des États, c'est un peu court. Ils sont convaincus que le droit existe indépendamment, qu'il est extérieur et même supérieur aux États. C'est une force qui les dépasse. La plus ancienne de cette théorie, c'est celle du droit naturel. Pour des penseurs comme Grotius, le droit n'est pas une invention humaine. Non, c'est une réalité qu'on doit découvrir. Ce serait une sorte de loi inscrite dans la nature des choses, dans la raison humaine, dans un sens universel de la justice. Les États ne font donc pas la loi, ils ne font que la reconnaître. Une autre approche, c'est la théorie pure du droit de Kelsen. Imaginez une grande pyramide de normes juridiques. Chaque étage, chaque règle ne tient que parce qu'elle est soutenue par l'étage juste au-dessus. Tout en bas, on a les lois nationales, puis au-dessus, la Constitution, encore au-dessus, le droit international, et tout au sommet, il y a ce que Kelsen appelle une norme fondamentale, une sorte de postulat de base comme « les traités doivent être respectés ». C'est une construction d'une logique implacable. Enfin, il y a l'école sociologique, avec des penseurs comme Georges Sell. Pour eux, c'est beaucoup plus simple. Le droit, c'est juste le produit de la nécessité sociale et de la solidarité. C'est en quelque sorte une loi biologique indispensable à la survie de n'importe quelle société, y compris la société internationale. Bref, les règles existent parce que sans elles, le groupe ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Mais voilà, pendant que toutes ces écoles débattent des fondations du droit, d'autres débarquent et balayent tout ça d'un revers de main. Et si, au fond, le droit international n'était qu'une illusion, une simple utopie? C'est exactement la position de la réelle politique. Pour ce courant de pensée, soyons clairs, le droit, c'est pour les rêveurs. Ce qui compte vraiment, le seul truc qui compte, c'est la puissance. En fin de compte, comme le dit la formule, ce n'est pas le droit qui gouverne le monde, mais la violence de l'histoire. La critique marxiste, elle, va encore plus loin.
Elle dénonce cette utopie comme un mensonge. Selon cette vision, le droit n'est qu'une façade, un bel habillage pour cacher les vrais rapports de force. C'est une superstructure qui sert uniquement les intérêts des nations riches pour protéger un ordre mondial qui les avantage. Et puis le juriste Carl Schmitt ajoute une critique cinglante. Pour lui, il faut arrêter de croire que le droit international est neutre. Pas du tout. C'est un faux universalisme qui masque en réalité la justice des vainqueurs. En gros, un système mis en place par ceux qui ont gagné les guerres pour s'assurer de rester au sommet. Alors, qui croire? Les idéalistes qui voient une loi supérieure, les pragmatiques qui ne jurent que par la volonté des États, ou les cyniques pour qui tout n'est qu'un rapport de force? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse facile. Ce débat, il est loin, très loin d'être terminé. S'il y a une chose à retenir, c'est que chaque théorie a sa part de vérité. Le droit international, c'est un champ de bataille d'idées. Et c'est justement ce choc permanent qui le force à évoluer, qui le maintient en vie. Cette tension, c'est son moteur. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, et elle est de taille. Si les fondations mêmes de tout ce système sont si fragiles, si débattues, alors qu'est-ce qui, au fond, empêche vraiment notre ordre mondial de s'effondrer ?